Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'une saucisse peut changer le cours d'une bataille? La saucisse en question, c'est un Draken, un ballon d'observation allemand. S'élevant à plusieurs centaines de mètres dans les airs, ce genre de truc permet de voir de loin ce qui se passe. En 1915, ils sont presque systématiquement utilisés pour le réglage de l'artillerie. Et au début de l'année, les avions de chasse, c'est pas tout à fait ça. Donc les ballons sont souvent extrêmement utiles. Celui qui nous intéresse s'élève au matin du 11 mai 1915 depuis les hauteurs de Tellus, comme tous les jours. Le mec dans la nacelle réalise alors que les Français sont en train d'amener des troupes en première ligne. Ce qu'il aperçoit, c'est la 53e division d'infanterie du général Berthelot, et plus précisément le 224e régiment d'infanterie. L'information alerte immédiatement les Bavarois. Ils comprennent que la journée d'hier était en fait tranquille, que l'attaque générale est pour aujourd'hui, que les Français vont d'un instant à l'autre lancer un grand barrage d'artillerie qui va les clouer au sol, couper leurs communications, les empêcher d'envoyer des renforts, et qu'après ça l'infanterie va charger. En bref, ils comprennent que la boucherie du 9 mai va recommencer. Que peuvent-ils faire? Eh ben, lancer un grand barrage d'artillerie qui va clouer les Français au sol, couper les communications et les empêcher d'envoyer des renforts. Ainsi, alors que les poilus se préparent pour l'attaque de cet après-midi, les Bavarois inondent la zone de 105 pour interdire les passages entre la première et la deuxième ligne. Ils tirent sans compter et ça marche. Les régiments qui montent en ligne subissent des pertes immédiates. Les fils télégraphiques sont complètement détruits. Pour les troupes en première ligne, il n'y a plus qu'une seule façon de communiquer avec l'arrière, envoyer des agents de liaison. Mais le barrage est tellement intense que les 3/4 des coureurs n'arriveront jamais à destination. Tant bien que mal, les renforts montent pour rejoindre leur position de départ. Le 224e brave les obus et traverse ce barrage, perdant des hommes avant même le début de la bataille. Détachés au 20e corps d'armée, ces troupes devront attaquer dans le secteur du labyrinthe, entre la 21e et la 22e brigade que forme la 11e division d'infanterie. Leur objectif principal est le village des Tilleuls et son télégraphe détruit. De manière secondaire, ça devrait fixer les défenseurs sur eux et permettre aux collègues d'avancer. Ainsi, le 17e corps d'armée devrait pouvoir passer par le sud, le 26e RI avancer dans le labyrinthe, le 37e sécuriser pour de bon le cimetière, car oui, les Allemands ont repris le cimetière entre-temps, et la 39e DI pousser dans Neuville-Saint-Va. En clair, ces renforts sont là pour débloquer la situation. Mais en attendant, Jules Delmas tient la ligne dans le secteur du labyrinthe. Dans la matinée, nous faisons reculer encore un peu les Allemands, à coups de pétards, afin de libérer une tranchée qui nous sera précieuse. Décidément, nos fameux pétards les ont rendus dociles comme des agneaux. Les voilà maintenant bloqués dans leur fortin, où nous les murons par une barricade, comme des tigres dans leur repère. Sur les 50 derniers mètres où l'on s'est battu hier et aujourd'hui, le boyau est plein de cadavres. Ces pauvres morts n'ont plus rien d'humain. Il y a là, hélas, quelques-uns des nôtres, mais surtout des Bavarois. Je fais enlever nos camarades et jeter les autres par-dessus le parapet, car avec cette chaleur, ils rendraient la place intenable. Les heures passent et, à midi, les canons français se mettent à rugir. Ça y est, la préparation est lancée. Elle est à peu près dans la même veine que pour le 9 mai et aligne une puissance de feu similaire. Cependant, il y a quelques petits problèmes en plus. Déjà, il n'y a aucun effet de surprise, et les Allemands savaient que leur ligne télégraphique ne tiendrait pas. Ils ont donc anticipé, et des groupes de volontaires se sont formés pour établir la liaison entre les différents régiments. Ensuite, à cause du barrage de 105 qui continue dans le secteur, les observateurs permettant de régler les batteries ne peuvent presque pas communiquer avec les artilleurs. Enfin, le terrain est franchement défavorable et l'observation très difficile. Tous ces éléments font que les tirs de canon français sont peu précis et donc pas super efficaces. Sans compter que la préparation d'artillerie ne dure que 2 heures, difficile d'avoir les mêmes résultats que le 9 mai dans un laps de temps aussi court. Mais de toute façon, le temps joue contre nous. Alors à 14 heures, l'infanterie s'élance sous un soleil éclatant et une pluie d'obus de 105. Le 224e s'aligne superbement, comme à l'exercice, provoquant l'admiration des autres soldats. Paul Viriot, en première ligne avec le 37e RI, est témoin de toute la scène. Du fait de notre position, j'aperçois soudain une compagnie déployée sur 2 rangs qui s'avance vers nous. Le colonel en tête, sabre au côté et en gants blancs, marche tranquillement devant ses hommes alignés comme pour une revue. Ils ont le fusil sur l'épaule avec baïonnette au canon. Ils débouchent d'une petite crête en contrebas et sont maintenant à pleine vue des Boches. Les malheureux! De la façon dont ils avancent, je juge qu'un drame épouvantable va se produire. Je leur crie de toutes mes forces qu'ils courent un grand danger. Hélas, mes cris se perdent dans les explosions des marmites. Pendant ce temps, les marmites, découvrant ces nouvelles cibles, écrasent de leur feu cette vaillante phalange qui, inconscients sous bravoure, s'avance toujours. Les files s'écrasent une contre l'autre. Les hommes sont fauchés comme fétus de paille. Une rafale de 130 fusants éclate au-dessus d'eux, faisant un vide terrible. Pourtant, ils avancent toujours, colonel en tête. Je ne peux m'empêcher de crier d'admiration pour ce spectacle
que le mot soit bien compris, digne des grands peintres de l'épopée napoléonienne. Les premiers hommes du 224e s'engagent entre nous et les Boches. Je leur fais signe de venir à nous, car ils sont tirés de flanc, et pas un ne va en réchapper. Je ne suis pas compris ou entendu, car ces malheureux continuent. Une violente fusillade en abat les trois quarts. Les survivants se rabattent enfin sur nous. Presque tous sont fauchés avant de trouver l'abri de notre tranchée. Un maître d'hôtel de Paris vient à tomber près de moi. Un peu plus, et il s'embrochait sur ma baïonnette. Le petit cri plaintif qu'il pousse me fait penser, cruelle allusion, à un lapin qu'on saigne. À peu de distance, un adjudant est grièvement blessé. Il nous demande de l'aide. 2 survivants du 224e sont à mes côtés et cherchent de la ficelle dans leur sac pour lui jeter et le tirer à nous. La ficelle est jetée, mais hélas, elle est trop courte. Il ne peut l'attraper. À ce moment, je remarque un homme à côté de nous, affligé d'une horrible blessure à la tête. Sa capote et sa veste sont ouverts pour lui donner de l'air. Je remarque qu'il porte une ceinture bleue de flanelle. J'en fais part à mes compagnons d'occasion et nous lui enlevons d'un tour de main. Nous sommes outillés, le tout est de pouvoir s'en servir. À voir les nombreuses balles qui sifflent à nos oreilles, nous sommes surveillés et les Boches éplient le moindre mouvement. L'adjudant est toujours là, faisant le mort, car quiconque bouge est assuré de recevoir une balle. Nous lui faisons part de notre désir de lui envoyer une ceinture et de le tirer vers nous. Nous la lui lançons et il parvient à s'en emparer. À genoux tous les trois dans notre tranchée de 20 cm, nous nous agrippons et d'une bonne détente, l'avançons sur notre talus. Malheureusement, au cours de cette opération, les Boches ont repéré notre action et il est touché d'une nouvelle balle dans le flanc. C'est un miracle que nous n'ayons pas été touchés, car pour le tirer à nous, il a fallu sortir le buste au milieu des balles. Le malheureux vomit du sang, ses yeux deviennent vitreux, sa chemise est teintée de rouge à 3 ou 4 endroits. À la brume, ces hommes l'emportent et me laissent en remerciement son équipement, dont ce petit livre qui me servira à noter mes campagnes. Cet adjudant, c'est Numa Vincent, et s'il n'avait pas été blessé ce jour-là, Paul Virilio n'aurait pas eu ce carnet, et nous n'aurions peut-être jamais obtenu ce précieux témoignage. L'histoire est faite de petites choses. Et en parlant de ça, au 224e régiment d'infanterie, la 17e compagnie n'a réussi à passer le profond Val qu'à grand-peine, et n'a pu dépasser que de peu l'ouvrage en cœur. Et parmi les gens tombés dans la 17e compagnie, il y a le sous-lieutenant Georges Braque. Dans le civil, c'est un artiste qui, pour le coup, est assez connu, vu qu'il est considéré comme un des fondateurs du cubisme. Il a donc des copains qui, eux aussi, sont assez connus, comme Pablo Picasso évidemment, mais aussi Blaise Cendrars ou encore Guillaume Apollinaire. En plus, les sections de camouflage de l'armée française utilisant le cubisme comme base pour leurs travaux, certains spécialistes considèrent que Georges Braque est en quelque sorte l'inventeur du camouflage moderne. Est-ce que vous comprenez à quel point ce mec pèse ? Ça, c'était la partie cool. La partie moins rigolote, c'est qu'il s'est pris un éclat d'obus en pleine tête et que dans la confusion, il a été laissé pour mort. Son corps ne sera retrouvé que le lendemain par des brancardiers qui trébuchent dessus. Et en le mettant sur la civière, il réalise que le sous-lieutenant Braque est encore vivant. Georges va survivre à la guerre, mais on peut dire que c'est vraiment pas passé loin. Jules Delmas étant en première ligne, il a également assisté de près au carnage. En arrivant à notre hauteur, les unités du 224e, décimées par le tir de barrage, aveuglées par un ouragan de poussière, désemparées par le feu des mitrailleuses qui commence à crépiter, sont incapables de nous dépasser et se jettent dans nos propres tranchées d'où elles ne pourront plus déboucher. L'ennemi s'en aperçoit très vite, et sur nos positions bourrées d'hommes accroupis, il vomit une grêle infernale de projectiles. C'est un véritable orage d'acier. Voulant en plein ouragan sortir de mon trou pour donner des indications à des groupes qui arrivent et ne savent pas où se garer, je ne puis avancer qu'en me protégeant la tête avec un sac de soldats. Autour de moi, les shrapnels tombent comme d'énormes grêlons. Le petit Salomon, un de mes meilleurs agents de liaison qui a tenu à m'accompagner malgré ma défense, en reçoit un qui lui traverse l'épaule et lui sort sous l'aisselle. Je l'emporte sanglant. Peu à peu, dans les boyaux, les morts et les blessés s'entassent. Impossible de songer à les relever sous pareille mitraille. Attaque manquée. Ouais, attaque manquée. Le 224e a pu au mieux se positionner face au moulin. En d'autres termes, il se retrouve dans la même position que le 7-9 2 jours plus tôt. Mais les autres unités en profitent pour pousser. Les combats dans le cimetière de Neuville-Saint-Va sont d'une violence inouïe. Les Allemands contre-attaquent en permanence pour tenter de garder ce point stratégique. Mais les hommes du 37e préfèrent se faire tuer sur place plutôt que de reculer. L'un d'entre eux, un certain Jacques de Pouilly-Draguin, meurt d'une balle dans la tête. Son nom de famille vous dit peut-être quelque chose. C'est parce que son frère était sous-lieutenant au 26e et s'est fait éventrer par une mitrailleuse en menant à l'assaut sa section au matin du 9 mai. Leur père, le général Gaston de Pouilly-Draguin, vient de perdre 2 de ses fils à 2 jours d'intervalle. Le sergent Lefebvre témoigne de cet effort inouï.
Ce fut superbe. Sans hésitation, les compagnies déployées s'avancèrent, officiers en tête, sur ce terrain que labouraient les balles et que creusaient les obus. À chaque pas en avant, des officiers et des hommes tombaient. Certaines compagnies furent bientôt commandées par des adjudants, l'une même, je crois, par un simple sergent. Rien n'arrêtait nos héroïques camarades. Tous avaient fait d'avance le sacrifice de leur vie. Lorsqu'ils furent arrivés à bonne portée, ils bondirent vers le cimetière en poussant d'effrayantes clameurs, escaladèrent des murailles hérissées de baïonnettes et engagèrent une lutte féroce autour des tombes. Ce fut un terrible massacre. Les Allemands résistèrent longtemps et avec acharnement, car ils connaissaient la valeur de la position. Enfin, ils durent céder et le cimetière nous resta. Pendant la marche en avant sous les terribles feux croisés, on a vu des soldats ouvrant à la cisaille un passage dans les fils de fer que l'artillerie n'avait pu détruire. Blessés grièvement, certains de ces soldats chantaient la Marseillaise. D'autres encourageaient leurs camarades lancés à l'assaut et criaient « En avant! En avant! Vengez-nous !» Les blessés tirèrent sur l'ennemi jusqu'à ce que leur giberne fût vide, ou jusqu'à ce qu'une nouvelle blessure leur fit tomber le fusil des mains. On en trouva qui était mort la crosse à l'épaule, le canon du fusil reposant sur un tertre. Un jeune engagé avait, avant de mourir, griffonné ces mots sur une enveloppe. Le cimetière est pris. Je meurs content. Vive la France. Le 26e profite de la charge pour attaquer le sud du labyrinthe à revers. Leur objectif ? Faire tomber la tranchée de Hambourg et l'État blanc. Après une reconnaissance menée par Maurice Gabold, les compagnies se mettent en route sous les bombardements ennemis. On passe par section et en courant. Les blessés qui reviennent gênent cependant la rapidité de notre marche. Enfin, les brancardiers n'ont pas encore relevé les morts que l'on devrait bien jeter sur les parapets au lieu de les piétiner dans le boyau. La traversée du fortin de la Maison Blanche est longue et difficile. C'est tellement étroit comme boyau que les hommes ayant sac au dos sont immobilisés à chaque instant par les épaules et doivent marcher un peu en oblique pour ne pas rester accrochés aux parois. La Maison Blanche elle-même est un tas de pierres qui ne se différencie pas du terrain qui l'entoure, qui est très crayeux. Sa cave tient, je crois, encore, et le génie y a entreposé des munitions. Dès que les soldats entendent un obus tomber, ils se couvrent la tête d'un sac de terre pour se protéger des explosions. Ce n'est pas toujours suffisant contre les 130 fusants qui explosent en l'air en projetant des gros éclats de métal. Les troupes du 26e parviennent à se mettre en position et à progresser, mais les troupiers subissent des pertes constantes à cause du déluge de feu. Bien qu'assaillis de toutes parts, les Bavarois du labyrinthe se cramponnent. Maurice commente. Notre impression à tous est qu'il y a trop de monde pour une guerre de boyaux, où la lente progression est due beaucoup plus à quelques hommes décidés qu'à une masse gênante qui ne fait qu'encombrer le passage. Il y a trop de troupes qui se déplacent dans les boyaux d'accès et les deuxièmes lignes. L'on y perd plus d'hommes qu'en première ligne, car tous ces déplacements sont forcément repérés, et les tirs à fusant sont continuels. Quant aux agents de liaison et aux brancardiers, ils savent quelque chose de ces expéditions où il faut monter sur le dos d'un bataillon accroupi en faisant le dos raide pour dépasser un passage absolument bloqué. Retard, arrêt des heures entières, coincement complet de deux unités venant en sens inverse, invraisemblable « faites passer !» bombardement meurtrier. Telle est l'impression générale de tous ceux qui ont fait la bataille d'Artois sur le trop grand nombre de troupes au moment de l'attaque. Henri Collin, le patron du 26e, s'est déplacé en personne pour gonfler le moral de ses hommes et observer comment se passe l'assaut. La progression se fait bien, et je vois mes poilus prendre à revers les boyaux ennemis. Le bruit est infernal. La grosse artillerie, les mitrailleuses, les canons de 37, les 58, et jusqu'aux 80 de montagne donnent en même temps. C'est un fameux concert au milieu duquel on perçoit à peine les éclatements de grenades. Dans le village de Neuville, les soldats continuent de s'entretuer à coups de baïonnettes. Le sergent Lefebvre perd son commandant, remplacé par son capitaine. Cette perte affecte le moral de toute l'unité, mais ils n'ont pas le temps de s'apitoyer. Il faut continuer à combattre, rue après rue, maison après maison, cave après cave. Nous faisions le siège d'une grande et belle maison qu'occupait une garnison relativement importante et fort bien commandée. Plusieurs fois nous étions parvenus devant la porte, mais chaque fois nous avions été refoulés par un feu d'enfer. Il nous avait été impossible d'attaquer la porte à la hache. Nous perdions du monde sans utilité, et cela ne pouvait durer. J'avais déjà proposé de mettre le feu à la maison, mais ce procédé répugnait à bataille. Soudain, il s'approcha de moi et me dit « Ne lâche pas le morceau !» Puis, il disparut, emmenant 2 de nos meilleurs soldats. 5 minutes plus tard, nous entendions un fracas de vitres brisées, puis des coups de feu éclatèrent dans la maison, et une voix, la voix de bataille, cria « À moi, les amis !» L'attention des défenseurs paraissait se détourner de la rue. D'un bond, nous fûmes sur le seuil. La porte vola en éclats, et nous nous précipitâmes au secours de notre sous-lieutenant et de nos 2 camarades, qui, adossés à un mur, tenaient tête à une vingtaine d'Allemands, exaspérés par la mort de plusieurs des leurs. Je vois encore un blessé qui se tordait sur le plancher, pressant de sa main crispée son ventre troué d'un coup de pointe, d'où les intestins sortaient, et qui, dans son agonie, disait d'une voix monotone, une voix de rêve, « Tuez-les !» Les Allemands se retournèrent.
Nous en avions déjà semé plusieurs à coups de crosse, et nous nous disposions à continuer, lorsque, surpris par notre attaque et se voyant pris de deux côtés, ils levèrent les mains. « Videz vos poches !» ordonna Bataille. Dès qu'ils se furent exécutés, le sous-lieutenant les fouilla, et il eut raison, car 3 d'entre eux avaient conservé des armes, couteaux ou revolvers. Ceux-là furent passés par les armes séance tenante par un simple geste de bataille. Notre butin était appréciable. 2 lieutenants, une quinzaine d'hommes valides, 3 mitrailleuses et de nombreuses cartouches. « Merci mon vieux », me dit simplement Bataille. « Si tu n'étais pas arrivé, nous y passions tous les 3. Mais j'étais bien sûr que tu arriverais. » Ce coup de main heureux valut à mon sous-lieutenant une proposition pour la croix, et à moi une proposition pour une citation à l'ordre de l'armée. Si on devait résumer cette journée d'un point de vue stratégique, on peut dire que l'attaque n'a pas été très concluante. Les zouaves, les tirailleurs et les légionnaires de la division marocaine ont mis toute leur force dans cet assaut, mais rien à faire. Ils ont été cloués sur place par l'artillerie, et à nouveau attaqués à coups de mitrailleuse par leur flanc, c'est-à-dire Souchez et Neuville-Saint-Va. Pour les généraux, une réalité émerge. Attaquer de front ne sert à rien. Le 33e CA doit donc porter son effort sur Souchez, et le 20e CA prendre le reste de Neuville au plus vite. Mais en attendant, la division marocaine doit être relevée d'urgence. Elle a perdu toute sa capacité offensive. Et dans Neuville, vous l'aurez compris, les défenseurs tiennent toujours. Malgré tous les efforts des Français, seules quelques maisons ont été conquises aujourd'hui. Les troupes sont censées continuer cette nuit. Au sud, le 224e s'est fait éclater. Il a perdu beaucoup d'hommes et d'officiers. Le lieutenant-colonel Charpentier qui commande le régiment a été blessé 2 fois à la tête et a dû momentanément être évacué. Ce qui provoque un certain chaos. Les officiers encore debout ont envoyé des agents de liaison vers l'arrière pour demander des ordres, mais aucun n'est revenu. Au 26e, on a beau avoir progressé, les Bavarois tiennent toujours. Au niveau de Roquelincourt, 0 résultat pour le 17e corps d'armée. L'état-major lui reproche son manque d'agressivité. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Les efforts portés sur Carency ont porté leurs fruits. Les défenseurs y sont quasiment encerclés et ne peuvent plus communiquer avec l'arrière qu'au moyen de tunnels. La chute du village n'est plus qu'une question d'heure. Dès la prise du cimetière, les Français ont fortifié la position, car ils savent que les Allemands vont contre-attaquer. Et ils font bien, car à la nuit tombée, un gigantesque bombardement de tout calibre s'abat sur la position. Derrière ce barrage dantesque, les Bavarois se préparent à charger. Le sergent Lefebvre témoigne. Des obus de fort calibre brisaient les tombes et déterraient les cadavres, dont les ossements, projetés violemment hors des fosses, blessèrent, chose vraiment horrible, de nombreux soldats. Sous l'avalanche de mitraille, nos hommes ne bronchèrent pas. Collés au mur du cimetière et couchés derrière les tombes, ils attendaient. Bientôt, une troupe nombreuse fut signalée. Rien ne bougea dans le cimetière. Lorsque la troupe allemande forma comme un nuage sombre à 20 mètres de la muraille, des feux de salve semèrent la mort dans ses rangs et la forcèrent à reculer. Mais les poilus n'en restent pas là. Alors que la formation allemande est totalement brisée, les Français sortent de leurs tranchées et les chargent à la baïonnette. La boucherie est effroyable, et les Bavarois se replient dans le plus grand désordre, laissant environ 200 morts derrière eux et concédant le cimetière aux Français, qui reviennent avec plus d'une centaine de prisonniers, dont plusieurs officiers. L'attaque, la prise et la défense du cimetière de Neuville-Saint-Va constitueront une des plus belles pages de l'histoire de la Grande Guerre. Du côté du labyrinthe et dans le labyrinthe même, notre progrès était forcément très lent. Là, en effet, c'était la guerre de siège dans toute l'acceptation du mot. Une guerre d'autant plus difficile et pénible que la place assiégée se trouvait sous terre. Il fallait se battre dans des boyaux étroits, pour ainsi dire à la file indienne, au couteau et à la grenade. Mais nous avions pénétré dans le célèbre ouvrage, et malgré tous leurs efforts, les Allemands n'ont pu nous en chasser. En somme, nous avions fait tomber les points les plus forts de leur ligne de défense, enlever des réduits qui auraient pu leur servir de base s'ils avaient tenté une avance sur cette partie du front. À Neuville-Saint-Va, conformément aux instructions du général Durbal, une attaque nocturne est lancée sur le village. Les Français ne le savent pas, mais ils sont à 2 doigts de percer et de déboucher sur l'artillerie bavaroise. Les combats durent jusqu'à l'aube, mais les défenseurs tiennent bon et repoussent les poilus. En conclusion, malgré les efforts des 2 camps pour gagner du terrain, les positions ont été maintenues. Nous sommes le 12 mai, et le temps reste magnifique. Ce qui veut dire que les canons vont pouvoir se donner à fond. Côté français, on va passer la matinée à se réorganiser, à relever les unités qui doivent l'être, comme la division marocaine, et à préparer l'attaque du jour. Comme convenu la veille, on laisse tomber la côte 119. Une partie de la 10e armée attaquera le côté gauche pour isoler totalement Carency, pousser sur Lorette et s'approcher de Souchez. L'autre moitié attaquera du côté droit, avec pour objectif Neuville-Saint-Va, le Moulin, l'ouvrage en losange et le labyrinthe. Et pour cela, le 20e corps d'armée reçoit des canons lourds supplémentaires et les munitions qui vont avec. Là, vous vous demandez peut-être d'où sort ce matériel. Est-ce que je vous ai dit que le 17e CA s'est fait engueuler ? Ben voilà. On considère que de toute façon ils n'arriveront pas à percer. Ils ont donc reçu l'ordre de ne faire que des attaques limitées et de transférer une partie de leur artillerie lourde au 20e CA.
Les canons lourds restants n'ont que 10 obus par pièce, autrement dit, que dalle. Ils gardent leurs canons de campagne, mais ceux-ci doivent uniquement appuyer l'assaut sur le labyrinthe. En gros, le 17ème CA ne doit s'engager qu'au minimum et est privé de son artillerie. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il y a un général qui fait savoir qu'il n'appliquera pas les ordres qu'on lui a donnés. Philippe Pétain. Il vient de l'artillerie, il sait qu'il y a des batteries de 77 à Souchez. S'il attaque de ce côté, il va se prendre un barrage d'enfilade dans la courge et perdre beaucoup d'hommes inutilement. Donc il refuse d'attaquer sur cet axe et veut se concentrer sur Carency. Le général Durbal se déplace en personne pour lui toucher un mot, et se rend compte que, il a raison. Le 33e corps d'armée se concentrera donc sur Carency uniquement. On s'occupera de Souchez le lendemain. Au fur et à mesure que le soleil monte dans le ciel, les canons des deux camps commencent à tonner et à se préparer une nouvelle journée de massacre. D'ailleurs, une scène pour le moins surprenante se produit. Un obus de 77 atterrit dans le tube d'un canon de 75 sans exploser. Oh my God! De son côté, le 26e commence à en avoir marre des ouvrages du labyrinthe. Il décide d'apporter de l'essence pour y mettre le feu, littéralement. À côté de lui, le 224e remonte à l'assaut, sans succès. Dans le secteur de Neuville-Saint-Va, les gains sont minimes et les pertes élevées. C'est au tour du 37e de tenter de passer, mais rien n'y fait. Cette journée semble être aussi meurtrière que la précédente, et même Maurice Gabold qui monte au village commence à avoir le blues. J'avais pourtant 10 mois de campagne, et les visions tragiques de Montauban, Vitrimont et Saint-Éloi étaient toujours présentes devant moi. Mais je reconnais que Neuville les surpassait toutes. C'est un village depuis longtemps ruiné et massacré, mais qui a de plus sur les autres qu'il est organisé depuis longtemps aussi pour y résister. Tout y est machiné en vue de la mort et de la destruction. Le tir d'artillerie y est plus précis que nulle part ailleurs. Tous les endroits où il faut passer sont arrosés sans trêve ni pitié. Enfin, les engins de guerre sont devenus plus nombreux et plus meurtriers. Torpilles, grenades, mines, Minenwerfer, obus asphyxiants, vitrioles, liquides enflammés. On se sert de tout cela, et dans le vacarme perpétuel d'une antichambre dans l'enfer, la mort se découvre à tous les pas. Nous n'avons pas encore fait les boyaux, et les cadavres s'égrènent le long de la rue. Où trouver les compagnies? Ce ne sont que des lueurs fulgurantes dues aux fusées, ou aux éclatements qui éclairent un instant les rues noyées d'ombre. Des hommes, le dos courbé, errent le long des murs. Des coups de fusil claquent aux oreilles, et l'on trébuche sur des cadavres. Jamais vision de guerre ne fut si horrible, et jamais oreilles ne furent déchirées par plus d'éclatements. Peut-être commencez-vous à comprendre l'effroyable réalité derrière les combats pour ce petit village. Les hommes qui se battent ici y laissent leur humanité. Peu importe la violence que réserve la suite de la guerre, la folie qui règne en ces lieux surpassera tout ce qui pourra arriver. Des cris et des râles frappent nos oreilles aux traversées de la barricade. Ce sont des hommes de chez nous qui transpercent à coups de baïonnette des Allemands qui émergent des ruines toutes proches et se laissent tuer comme pétrifiés de peur. J'approuve les nôtres et je suis heureux de les aider à coups de crosse de fusil. Ici, tout est excusable. Le milieu infernal vous grise abominablement et inspire tous les actes que l'on accomplit automatiquement. Le seul responsable est celui qui a voulu que Sur Terre existât un mercredi 12 mai 1915 à Neuville. S'agirait-il des hommes du sergent Lefebvre? Peut-être. Il y est encore et commence à souffrir du manque de ravitaillement. Nous avions soif. Une soif terrible. Le combat altère comme la fièvre. À l'entrée de Neuville, sur une petite place, une fontaine nous attirait. Mais pour remplir son bidon, il fallait risquer sa vie, car la place était balayée par le feu des mitrailleuses et les obus y tombaient en cascade. Autour de la fontaine, les cadavres s'amoncelaient, et constamment les soldats enjambaient ces cadavres, leurs bidons à la main. Impossible de les empêcher, et les gradés n'avaient pas le courage de les punir. Nos hommes allaient à l'eau comme les autres, et Bataille fermait les yeux. « Que veux-tu » me disait-il. « Les pauvres bougres crèvent de soif. » Un peu plus tard, 2 de nos hommes s'affaissèrent, hurlant de douleur, blessés affreusement par le même obus. Bataille se pencha, les examina, puis il me dit en se relevant « Ils sont fichus. » Les malheureux, rongés par la fièvre, criaient « À boire! À boire! À boire ou achevez-nous » À ce moment, mitrailleuses et canons transformaient la petite place en un enfer où les plus braves n'osaient pas se risquer. Pas possible de les laisser souffrir ainsi, fit Bataille. Il s'empara d'une marmite. Tu n'iras pas, lui dis-je. Donne-moi ça. Ta vie est plus précieuse que la mienne. Je suis le chef, me répondit-il. C'est à moi d'y aller. Et puis, j'ai de la veine. Et il partit, tranquillement, selon son habitude, car il avait pour principe qu'on ne doit jamais courir sous les balles. Nous étions figés par l'admiration et par la peur. Notre sous-lieutenant atteignit la fontaine, emplit son bidon sans se presser, et revint du même pas tranquille. Nous ne pûmes nous empêcher de l'applaudir. Je ne crois pas avoir jamais vu plus belle manifestation d'héroïsme que cette promenade de bataille, qui, froidement, sans être soutenue par l'excitation ou le combat,
risquait 1000 fois sa vie pour soulager 2 moribonds, pour adoucir leurs derniers moments. Des exemples comme celui-là donnent du courage aux plus timides. Mais l'héroïsme se paye au prix du sang, et les hommes tombent les uns après les autres, jusqu'à ce que ce soit le capitaine qui se fasse toucher. Cette fois, Lefebvre et ses camarades entrent dans un état de rage sans pareil. Sans nous être donné le mot, et comme si chacun de nous voulait le venger, nous menâmes désormais le combat très durement, abattant rageusement tout ce qui nous tombait sous la main. Farouches et silencieux, les dents serrées, le regard sombre, nous foncions droit devant nous, ne pensant qu'à frapper pour nous étourdir, à frapper et à tuer. Bataille voyait rouge, on eût dit un taureau furieux. Dans une cave, il tua 5 Allemands de sa main, et comme on nous fusillait de l'intérieur de l'immeuble, il me dit « Tu avais raison tout à l'heure, il faut les griller. » Les défenseurs de la maison entendirent ces paroles menaçantes, et pris de peur se rendirent. Ils firent bien, car notre sous-lieutenant paraissait décidé à tout. Pendant la nuit, nous nous battîmes sans arrêt. On ne sentait plus la fatigue. On ne faisait même plus attention aux cadavres sur lesquels on trébuchait, aux blessés qui se tordaient sur le sol et suppliaient les brancardiers de les emmener. Vous trouvez que ça sent le roussi ? Attendez un peu de voir ce qui se passe chez Jules Delmas vers 17h. Je sommeillais un peu dans mon trou lorsqu'on vint me réveiller en sursaut. « Venez vite, mon capitaine! Les tranchées brûlent !»« Quoi ? Les tranchées brûlent ? Quelle sinistre plaisanterie !»« Oui, il y a le feu !» En 2 bonds, je suis en première ligne. Effectivement, la tranchée si commode que nous avons prise hier matin est remplie de fumée. Les flamèches voltigent un peu partout, naissant au point d'éclatement des grenades que les Allemands nous envoient précisément avec abondance, mettant le feu à tout ce qui est sec et jusqu'à la croûte desséchée des parapets. Une odeur de brûlé et de gaz saisit à la gorge. Que se passe-t-il donc ? Quelle astuce diabolique nouvelle les Bavarois ont encore sorti de leur repère ? Personne n'y comprend rien. Les hommes font bonne contenance, mais tendent des visages inquiets. Penché sur le talus, je fouille les abords immédiats de notre ligne. Rien. L'observation est d'ailleurs rendue singulièrement difficile par la fumée, les grenades qui explosent de tous côtés, et les balles qui nous sifflent aux oreilles, comme des guêpes irritées. L'ennemi trame quelque chose d'infernal et ne veut pas qu'on observe chez lui. Mais tout à coup, un guetteur me saisit le bras. « Voyez là devant, à 20 mètres !» Je porte mes yeux sur la direction et je repère dans l'espace libre qui nous sépare de la première parallèle ennemie, abrité derrière un masque de terre spécial, un Bavarois couché, puis 2, puis 4, sur le même alignement. Il manœuvre un instrument spécial, sorte de boîte métallique semblable à celle dont se servent les vignerons dans le Midi pour sulfater la vigne. Ce sont des gaillards culottés, comme disent les troupiers, qui nous envoient des gaz enflammés ou du pétrole qu'allume sur nos têtes le feu des grenades. Il n'y a pas une minute à perdre, car ceux-ci préparent certainement un assaut imminent. Les bons tireurs, à moi! J'en mets 3 sur chacun des lanceurs de pétrole qui, excités par leur premier succès, se laissent voir de plus en plus, et je déclenche le tir par surprise d'un coup de sifflet. À 20 mètres, le résultat est certain. La rafale part. 3 Allemands restent sur le carreau. Le 3e, en poussant des cris, car il a du plomb dans l'aile, se rejette en arrière et disparaît dans un fossé. Tout aussitôt, la pluie de grenades cesse, la fumée se dissipe, le calme renaît dans nos tranchées. Les hommes, rassurés et amusés par cette fin d'histoire, rient comme des enfants. Je leur dis, ce n'est pas tout, il me faut un de ces instruments pour qu'on voie sur pièce ce que c'est. Donc empêchez les voisins de ramasser les 3 morts, et, à la nuit, qu'un volontaire aille me chercher la mécanique. Il y a une grosse récompense au bout. Inutile de ramener le Boche. C'est promis. Je fais mine de plaisanter, mais à la vérité, j'ai eu un trac épouvantable. Malgré ces alertes incessantes, le moral reste excellent. Mais que les hommes sont fatigués. Quelques-uns sont méconnaissables tellement ils ont souffert et maigri pendant ces jours de lutte. Dans la première heure de la nuit, on m'apporte le lance-flamme que j'ai réclamé. C'est, en effet, un appareil à lancer du pétrole sous forme de gouttelettes, semblable à celui des sulfateurs de vigne. Nous sommes peut-être les premiers à avoir servi de sujet d'expérience. Noble privilège. Alors pour le coup, c'est non. Les Allemands ont déjà utilisé des lance-flammes. Mais oui, à ce moment-là, c'est encore un bidule très expérimental. C'est plus un champ de bataille, c'est un laboratoire de la mort. Pendant ce temps, Georges Baudin continue à évacuer les corps. Dans l'après-midi, nous partons chercher un mort, un adjudant du 34e, tué le premier jour de l'attaque. En route, nous essuyons le feu de l'artillerie ennemie et nous sommes obligés de nous blottir dans un abri en attendant que le feu diminue d'intensité. Ensuite, nous continuons notre chemin à travers le labyrinthe et nous arrivons près du corps en première ligne. Nous ne pouvons pas le transporter sur notre brancard, surtout de jour. Nous risquons d'être vus, le boyau n'étant pas assez élevé. Nous le chargeons alors sur une toile de tente, mais le corps est si gonflé qu'il ne passe pas dans le boyau. Nous sommes obligés de le remettre sur le talus et de rentrer à vide. À 17h, nous redescendons manger ce qu'on nous a gardé, pas grand chose pour ne pas changer des habitudes. Puis nous sommes remplacés par une autre équipe qui, elle, passera la nuit.
Le vent change, et je crois que nous aurons bientôt de la pluie. Le soir commence à tomber. De l'autre côté du champ de bataille, malgré une défense exemplaire, le village de Carency tombe aux mains des Français, ainsi qu'un millier de prisonniers. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant que le village est tombé, la porte est ouverte pour attaquer Souchez. Et en bonus, nous parvenons à emporter la chapelle de Notre-Dame de Lorette. Pendant la nuit, Victor Châtenay, qui passe son temps à aménager le terrain conquis, remonte en première ligne dans le secteur de la division marocaine. Avant que le jour ne soit levé, nous avons fait le chemin qui nous amène à la côte 119, sans nous perdre, puisque nous n'avons pas le capitaine avec nous. Il y a toujours un mélange étonnant de fantassins, de chasseurs alpins, de zouaves et surtout de légionnaires. Le petit chemin où nous sommes est à peu de distance de la crête, et des tireurs installés dans les niches que nous avions creusées dans les talus surveillent le glacis au-dessus de nous. De temps en temps, des Allemands apparaissent, mais des coups de fusil les font aussitôt disparaître. Notre situation n'est pas bonne. Nous sommes en avant d'une tranchée qui semble avoir été reconstruite sur un boyau. La tranchée est à un peu plus de 100 mètres derrière nous dans la plaine, vers le ravin des pylônes où nous avons laissé nos rouleaux de barbelés. Les Boches tiennent toujours à Souchez, tout près sur notre gauche. Sur notre droite, à la Targuette et Neuville-Saint-Va, les combats font toujours rage. Placé de ce côté-là, une mitrailleuse allemande a atteint quelques-uns de nos tireurs dans les alvéoles qui surplombent notre chemin. Vers le soir, un ordre passe, émanant du colonel qui commande la Légion. Dans quelques instants, sur un signal silencieux, nous abandonnerons ce petit chemin et dévalerons en courant vers la tranchée derrière nous. Tout à coup, le signal est donné, et nous partons. Mais les Allemands sur la crête qui ne nous voyaient pas quand nous étions à flanc de coteau, nous aperçoivent et ouvrent le feu. Je cours à côté de Billard, quand d'un coup, il tombe. Je m'arrête auprès de lui. Il me dit qu'une balle lui a traversé la poitrine. J'essaie de le relever, mais il me dit « Non, laisse-moi et pars !» Je le quitte à regret et arrive le dernier dans la tranchée. À peine y suis-je parvenu que j'entends « En avant! En avant !» Les Allemands nous avaient suivis et descendaient vers nous, mais la tranchée dans laquelle je viens de sauter est pleine de poilus gonflés à bloc. C'est la contre-attaque, et les Fritz font demi-tour. Je suis installé aux premières loges, et je vois sur la droite quelques Boches être rattrapés. Subitement, un lieutenant de la Légion est sur moi, pistolet au poing, et hurle « Monte, feignant, ou je te tue !» Sans dire un mot, je saute sur le talus, et j'entends le lieutenant qui continue sa course dans la tranchée en criant « Blessé ou pas blessé, personne ne reste dans la tranchée !» J'entends un coup de pistolet. Peut-être tuait-il quelqu'un, peut-être faisait-il seulement peur aux hésitants s'il y en avait. Je ne cours pas loin, seulement jusqu'à l'endroit où était tombé Billard. On le ramène dans la tranchée. Je reviens avec mes camarades sapeurs jusqu'à notre nouvelle place, près des ouvrages blancs. Nous sommes le 13 mai. La pluie est revenue, mais après plusieurs jours d'enfer, la chance semble vouloir sourire au soldat Paul Viriot. Enfin, la relève tant espérée arrive par une compagnie du 26e à 6h du matin. Notre soulagement de sortir vivant de ce trou est intense. À notre retour, les Boches nous arrosent copieusement. Nous sommes mis en réserve à la Maison Blanche. Les obus y arrivent encore, vu les nombreux cratères qui parsèment le coin. Lors de l'arrêt, Verrier et moi nous affalons dans un trou sans même enlever notre sac. Mais ce lieu m'inquiète, car il est situé au carrefour de deux boyaux. Curieux de nature, j'allume mon briquet pour inspecter l'endroit. Je m'aperçois que notre trou est tout récent. L'odeur caractéristique de poudre est encore bien présente. Pour moi, les choses sont claires. Il faut partir et vite, car le coin est repéré. Je réveille Verrier et lui fais part de mes intentions de changer de coin. Pour toute réponse, un grognement rageur. Visiblement, il n'est pas convaincu. Je cherche ailleurs un boyau pour me coucher, mais les meilleures places sont déjà prises par les plus débrouillards. Ma place précédente est de suite occupée, forcé de me reposer assis. Je commence à peine à m'endormir que Verrier, constatant mon absence, arrive et grogne de plus. Assis inconfortablement sur nos sacs et dormant depuis 10 minutes, un éclatement tout proche nous réveille en sursaut. Mon intuition était bonne. Je vais voir ce qui s'était passé. Un obus est arrivé en plein dans notre ancien trou. Nos camarades, Schneider de Nancy et déchiquetés. Sénécal si grièvement blessé qu'il décédera avant d'arriver au poste de secours. Le jour venu, notre chance paraît encore plus incroyable. Partout des morceaux de chair, du sang. Devant ce spectacle, Verrier éclate en sanglots et me remercier en me congratulant. Comme le dit si bien Claude Paron dans son carnet, « Vous ne pouvez pas croire la peine que cela fait de causer avec un camarade maintenant et dire qu'une minute après, il n'est plus qu'un cadavre. Malgré vous, en ces moments de froid, vous glace de peine, et 5 minutes après, vous suez malgré vous, en étant agité plus ou moins, et on a besoin de tout son courage pour garder son sang-froid, car on sait que quelques minutes après, on peut avoir le même sort. Aussi, je ne les oublierai pas, ces pauvres frères d'armes, qui ont beaucoup souffert, et qui ont arrosé cette terre de France de leur sang, et l'ont couvert de leur corps, pour le rendre plus heureux et plus libre. » En cette matinée pluvieuse, les canons allemands tirent à une cadence effrénée. C'est le barrage le plus violent que les défenseurs sortent depuis le début de l'offensive. À en juger par le nombre d'obus qui tombent, il est désormais clair pour tout le monde que les Allemands ont reçu trop de ressources en renfort pour que la position puisse tomber. Soldats comme généraux ont la même conclusion, le coche a été manqué. Et ils n'ont pas tort. Du côté des Bavarois, ils ont reçu des renforts conséquents,
dont l'escadrille FFA-62, avec dans ses rangs Max Immelmann. Alors, si ce nom ne vous dit rien, dites-vous que, à ce moment-là, c'est peut-être le meilleur pilote de toute l'aviation allemande. Il va effectuer de nombreuses missions de reconnaissance dans toute la région, ce qui va permettre aux canons allemands de redoubler d'efficacité. Et ces canons ont désormais un approvisionnement constant et prioritaire en munitions. Ainsi, toute la journée, l'artillerie germanique pilonne les positions françaises, comme pour leur faire payer la violence des jours précédents. Pour les attaquants, maintenant que Carency est tombé, il faut diriger les efforts sur Souchez et surtout faire tomber à tout prix Neuville-Saint-Va. Et selon le grand quartier général, ça ne devrait pas être trop dur. Le général Nudan téléphone à la 10e armée. D'après les renseignements que nous avons, vous pouvez y aller. Les Allemands ont déjà ramassé tout leur fond de tiroir. Ils n'ont plus rien. Vous avez la partie belle. Et il se trouve que c'est faux. J'imagine qu'il se base sur les interrogatoires des défenseurs capturés, qui laissent supposer une certaine confusion dans le dispositif allemand. Beaucoup de soldats ont été amenés sur le terrain à la va-vite. Certains ne savent même pas de quelle unité ils font partie. Sauf qu'au même moment, les renforts continuent à arriver en masse. Pire encore, le commandement suprême allemand ordonne d'organiser les troupes en présence pour monter une grande opération de reconquête menée par quelqu'un de compétent, de motivé et surtout qui connaisse bien le terrain. L'état-major de la 6e armée désigne alors le général Karl von Fassbender, commandant le 1er corps de réserve bavarois. C'est l'homme tout indiqué. Après tout, il est en Artois depuis octobre 1914. Il a fait de la défense du secteur une affaire personnelle. Il résiste bien à la pression. Et il connaît les forces et les faiblesses du dispositif bavarois sur le bout des doigts. Donc, le 13 mai à midi, on lui confie le 8e et le 14e corps d'armée, en plus du 1er corps de réserve, dans le but de dégager les Français. C'est là que l'histoire prend un tournant un peu spécial. Car si le général von Fassbender prend effectivement la tête de cette force de frappe, le commandement suprême détache également un homme à ce poste, sans consulter la 6e armée ni donner la moindre explication. C'est le général commandant le 3e corps d'armée, Ewald von Lchow. Je crois que ça se prononce comme ça. Alors, ok, il est brillant, tellement brillant qu'il a reçu la médaille pour le mérite, c'est la plus haute distinction de l'armée allemande, mais il vient du secteur de Soissons. Autrement dit, il ne connaît pas du tout l'Artois, ni les enjeux de la bataille en cours. Il y a donc 2 généraux pour un même poste, et ils vont donc passer leur temps à s'engueuler. D'autant que, quand la 6e armée demande des renforts, le commandement suprême demande son avis à von Lchow plutôt qu'à von Fassbender. Et ça rend fou les Bavarois. Alors, on peut légitimement se demander pourquoi cette irrégularité dans une armée connue pour sa discipline. J'ai une théorie très personnelle, et vaut ce qu'elle vaut. Fassbender est bavarois, Lchow est prussien. Peut-être que le commandement suprême n'avait pas envie de laisser seul un bavarois aux commandes de cette opération. Mais enfin, j'ai aucune preuve, le fait est que, malgré les frictions internes, les troupes et le matériel continuent à se diriger vers le front. De leur côté, persuadés d'arriver au bout de leur effort, les troupes françaises se tournent vers Neuville-Saint-Va. Maurice Gabold, encore choqué des visions d'horreur permanentes, guide quelques blessés, puis rentre au village. En repassant au château dont je trouve commode de traverser le rez-de-chaussée, je vois le génie qui repose tranquille. Pauvre Jean qu'un obus devait massacrer 1 heure environ après mon passage, en faisant s'écouler la maison qui, le soir, ne sera plus qu'un amas de ruines. Vous savez qui était là-dessous ? Victor Châtenay. Les Allemands maintenant nous arrosent d'obus. Il est certain que nous ne pouvons plus être en vue. Et nous avons comme appât supplémentaire cette batterie de 75 juste derrière nous. Je suis en train de manger ma soupe, assis dans notre guettoune, quand un gros obus explose exactement sur une poutre que je touche presque avec ma tête. Mes 2 voisins, Lefebvre et Bredin, sont blessés et commotionnés, mais ne seront évacués vers l'arrière que quelques jours plus tard. Et on peut dire que Victor a de la veine, parce que non seulement il se glisse entre les obus, mais à quelques rues de là, rien ne semble pouvoir arrêter la tuerie de Neuville-Saint-Va. Dès qu'une maison est prise, elle est instantanément bombardée, si bien que les attaquants ne s'y attardent pas et passent immédiatement à la maison suivante. Le sergent Lefebvre et ses hommes se battent comme des enragés et entrent dans un état second. Nos pertes étaient sensibles, et cela ne saurait surprendre, car nous nous battions dans des conditions terribles, mitraillés de tous côtés, nous heurtant à des murailles hérissées de canons de fusil, obligés d'enfoncer des portes solides pendant qu'on nous canardait par toutes les ouvertures de la maison. Aujourd'hui encore, quand je pense aux journées de Neuville-Saint-Va, je me demande comment nous ne sommes pas tous restés dans ce village infernal. Ce jour-là, les Français testent une nouvelle invention sur une des maisons du village de Neuville. Une invention maniée par une équipe de pompiers de Paris, le lance-flamme Schild. Encore au stade de prototype, cet engin est une réponse directe au lance-flamme allemand. Mais les résultats sont prometteurs. À quelques centaines de mètres au sud, le capitaine Jules Delmas se voit confier le commandement d'un groupe de compagnie. Dans l'après-midi, je vais visiter mon nouveau secteur, rue de Promenade. La chaussée menant à Neuville-Saint-Va, sur laquelle se sont établies les compagnies que je dois commander, est affreusement bombardée.
Par surcroît de malheur, l'unique boyau de la Vistule, qui borde la chaussée, regorge d'occupants. Aussi que de pertes. Il arrive souvent qu'un gros obus tombe exactement sur les parois desséchées du fossé et les pulvérise, ensevelissant des hommes nichés dans des petites alvéoles creusées dans ces fragiles parapets. Et ce sont des cris, des plaintes, des râles, des gens qui se sauvent, des blessés qui passent affolés et sanglants. À un moment donné, je m'arrête pour prier un officier du 224e de faire enlever un de ces hommes amputé d'un bras par un éclat et abandonné. Je n'ai pas achevé ma phrase que 2 projectiles tombent sur nous. Le premier me renverse sans mal, blessant l'officier. Le second mutile affreusement ce garçon, un beau jeune homme blond de 30 ans, et tue 2 sous-officiers à ses côtés. On emporte l'officier pendant que je me redresse. Quel spectacle! Du côté des défenseurs, les renforts se succèdent. Un Allemand discutant avec un paysan flamand lui aurait dit qu'1 million de soldats sont en route. La réponse du paysan ? Oh Dieu ! Où allons-nous encore enterrer tout cela ? Si vous croyez que j'invente, c'est dans le bulletin de renseignement du 13 mai du quartier général de la 10e armée. Il est vrai que les renforts germaniques ont la vie dure. Ils sont ébahis par la violence des assauts français et subissent des pertes terribles. De plus, la logistique a du mal à suivre, et ces soldats se retrouvent rapidement à court de vivres. Il faut aussi noter que les 2 camps commencent à comprendre le sens des fusées de signal pour l'artillerie. Les Allemands ont remarqué qu'une fusée verte faisait allonger le tir et utilisent parfois cette information à leur avantage. A contrario, les Français ont capturé un Bavarois qui leur a confié que, de leur côté, plusieurs fusées blanches tirées, même de jour, signifie qu'il faut allonger le tir. Les artilleurs doivent donc désormais prendre en compte le fait que les signaux lumineux peuvent être envoyés par l'ennemi, ce qui rend la coordination entre l'infanterie et l'artillerie encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Le 13 mai au soir, Victor Durbal écrit une note à ses troupes pour gonfler leur morale. Au cours de ces 4 journées qui viennent de s'écouler, la 10e armée a remporté sur l'ennemi d'importants succès. Nous avons enlevé la Targuette, la majeure partie du village de Neuville-Saint-Va, le village de Carency et la presque totalité d'Ablain-Saint-Nazaire, la chapelle de Notre-Dame de Lorette, et progressé d'un bond en avant de la ferme de Bertonval de plus de 3 km. Nous avons fait près de 5000 prisonniers, enlevé à l'ennemi 18 canons, un nombre considérable de mitrailleuses et un nombreux matériel. Toutes les troupes ont rivalisé d'entrain, de bravoure et d'énergie. Je suis fier de commander à de pareils soldats. Nous continuerons ce que nous avons commencé, en attaquant partout et toujours, tant qu'il restera un ennemi pour nous tenir tête.